Le 7 avril 2004, à la Charité-sur-Loire, le son de la dernière cloche du collège marqua non seulement la fin de la journée scolaire, mais aussi le début d'un vide insondable. Deux adolescentes de 15 ans, Soline Girard et Anaïs Pelletier, aperçues quelques instants plus tôt, riant et partageant des confidences dans la cour, s'évaporèrent sans laisser la moindre trace. Dans ce paisible village bordé par la Loire, où les jours s'écoulaient avec une prévisibilité rassurante, cette disparition fit l'effet d'un coup de tonnerre. Une enquête intense fut lancée, mais face à l'absence totale d'indices, le mystère ne fit que s'épaissir, transformant l'espoir en une attente lancinante. De quelle région du monde nous écoutez-vous aujourd'hui? Plongeons ensemble dans l'obscurité qui a englouti la Charité-sur-Loire. Autrefois, la Charité-sur-Loire était l'incarnation même de la quiétude provinciale. Niché au cœur de la Nièvre, ce village, cerné par l'éclatante verdure des champs printaniers et le cours paisible de la Loire, semblait préservé des tourments du monde. La vie y était rythmée par des repères immuables, la mélodie des cloches de l'église marquant les heures, l'effervescence matinale de la boulangerie de Jean Pelletier où se croisaient les voisins, et l'animation constante du collège local, véritable cœur de la communauté. C'était un lieu où l'on se connaissait, où les portes restaient entr'ouvertes et où l'avenir semblait tracé d'avance. C'est dans ce cadre que deux amis inséparables grandirent, Soline Girard et Anaïs Pelletier. À 15 ans, leur chemin était lié par une amitié profonde, forgée sur les bancs de l'école et les ruelles pavées du village, mais leurs personnalités divergeaient comme les deux rives d'un même fleuve. Soline, fille d'Étienne Girard, le facteur, et de Claire Martin, la couturière locale, était l'image même de l'élève appliqué. Méthodique, d'une intelligence vive et d'une détermination précoce, elle avait déjà des plans précis pour son avenir, étudier les mathématiques à Paris. Ses cahiers étaient impeccablement tenus, ses exposés toujours prêts en avance, et sa parole, bien que mesurée, portait le poids d'une conviction réfléchie. Anaïs, la fille de Jean Pelletier, le boulanger, et de Hélène Pelletier, sa mère costumière locale, était son exact opposé. Légère, pleine de vie, son esprit vagabondait au-delà des horizons étroits de la charité. Paris l'attirait, non pour ses universités, mais pour ses ateliers de mode. Ses croquis remplissaient les marges de ses cahiers, ses rêves de stylisme prenaient forme sur n'importe quel bout de papier. Qui les voyait traverser la place du village, sacs de cour en bandoulière, rire clair et tête penchée l'une vers l'autre, ne pouvait douter de leur complicité indéfectible. Elles étaient un duo parfait, Soline l'encre, Anaïs le vent. Le matin du 7 avril 2004, le collège ouvrit ses portes à une journée scolaire en apparence ordinaire. Soline et Anaïs arrivèrent comme à leur habitude, un quart d'heure avant la sonnerie, suffisamment tôt pour échanger les dernières nouvelles du week-end et discuter du contrôle de français à venir. Dans la cour animée, elles furent aperçues par plusieurs camarades, partageant des rires étouffés, leurs carnets pressés contre leur poitrine, échangeant ces confidences adolescentes qui tissent les liens de l'amitié. Soline, avec sa posture plus droite, expliquait probablement une formule mathématique à une Anaïs plus volubile, dont les gestes amplifiaient le récit d'un rêve étrange ou d'une idée de tenue. Les professeurs les virent entrer en classe, attentives, puis participer au cours de la matinée. Le déjeuner fut pris à la cantine, entourés de leurs amis, sans aucun signe avant-coureur d'une quelconque perturbation. L'après-midi passa entre un cours d'histoire-géographie et une séance de sport, avant que le brouhaha habituel des couloirs n'annonce la fin imminente des cours. Puis, la dernière sonnerie retentit. Ce son métallique, si familier, qui libérait des centaines d'élèves vers la liberté du soir, fut cette fois le signal d'un basculement. Soline et Anaïs ne franchirent jamais le portail du collège pour rentrer chez elles. Aucun enseignant ne sut l'expliquer. Aucun camarade ne les vit quitter l'établissement d'une manière inhabituelle. Il n'y eut ni cri, ni trace de bousculade, ni fuite visible. Juste un silence, une absence qui se creusa, invisible au début, puis de plus en plus palpable à mesure que les minutes, puis les heures, s'égrenaient sans qu'elles ne réapparaissent. L'inquiétude montait en flèche dans les foyers Girard et Pelletier. À l'heure du dîner, l'absence de Soline et Anaïs vira à l'angoisse. Les premiers coups de téléphone, d'abord aux amis, puis aux voisins, révélèrent l'impensable. Personne ne les avait vus depuis la sortie des cours. Hélène Pelletier, la mère d'Anaïs, sentit son cœur se serrer d'une façon qu'elle n'avait jamais connue. Jean Pelletier, son mari, le boulanger, laissa ses fournées en suspens pour se lancer à leur recherche. Chez les Girard, Claire Martin et Étienne, le facteur, arpentèrent les rues du village, leurs appels résonnant dans le crépuscule. La panique s'empara du village. L'inimaginable était arrivé. Le commissaire Arnaud Lefebvre, chef de la police locale, fut rapidement saisi de l'affaire.
Un plan de recherche de grande envergure fut déployé dès les premières heures de la nuit. Les parents, effondrés mais portés par une énergie désespérée, participèrent au battu. Des bénévoles affluèrent, voisins, amis, simples citoyens bouleversés par ce drame qui ébranlait la quiétude de leur quotidien. Des dizaines de personnes ratissèrent les moindres recoins de la Charité-sur-Loire et de ses environs, les granges abandonnées, les bosquets épais bordant la Loire, les sentiers forestiers tortueux. Des chiens pisteurs furent amenés, leurs truffes au sol, fouillant la moindre parcelle de terrain. Des plongeurs explorèrent les eaux sombres du fleuve. Des hélicoptères survolèrent la région, leurs puissants projecteurs balayant les champs et les bois dans l'obscurité. Chaque heure qui passait sans le moindre indice alourdissait l'atmosphère d'une angoisse insoutenable. Mais rien ne fut trouvé. Pas une écharpe oubliée, pas un sac égaré, pas un cri lointain rapporté. Le vide était total. L'absence des jeunes filles était déroutante, défiant toute logique. Comment 2 adolescentes pouvaient-elles disparaître en plein jour, à la sortie de leur collège, dans une petite ville où tout le monde se connaissait, sans laisser la plus petite trace de leur passage? Les enquêteurs retournèrent chaque pierre, interrogèrent chaque témoin potentiel, mais les réponses demeuraient évasives. Le mystère s'épaississait, insondable, cruel. Les semaines s'étirèrent, lourdes de silence et de questions sans réponse. Les affiches avec les visages souriants de Soline et Anaïs fleurirent sur les murs du village, puis sur les pages des journaux régionaux et même nationaux. La communauté, d'abord unie dans l'espoir, commença à céder à une douloureuse résignation. Les recherches actives s'espacèrent, puis s'arrêtèrent, faute de pistes concrètes. Le temps, impitoyable, poussait l'affaire vers l'oubli, la reléguant au rang des cold cases non élucidées. Pour les parents, la douleur était une blessure ouverte, purulente, qui refusait de cicatriser. La Charité-sur-Loire, autrefois symbole de la douceur de vivre, portait désormais la cicatrice de cette énigme. Le village apprit à vivre avec la douleur de l'absence, avec la question jamais formulée, jamais répondue. Que s'était-il passé ce 7 avril 2004 ? 8 années s'étaient écoulées depuis ce funeste printemps de 2004. La Charité-sur-Loire portait toujours le fardeau de son mystère irrésolu. La ville avait appris à vivre avec cette cicatrice invisible, ce silence pesant qui succédait parfois aux conversations trop légères. Les visages de Soline et Anaïs, autrefois omniprésents sur les avis de recherche, s'étaient estompés des panneaux d'affichage, mais pas des cœurs de leurs proches. Claire Martin, la mère d'Anaïs, avait continué son travail de couturière, mais son regard avait perdu son éclat, hanté par l'image de sa fille disparue. Jean Pelletier, le boulanger, bien que toujours derrière son comptoir, affichait une gravité nouvelle. Les Girard, Claire et Étienne, vivaient leur deuil avec une discrétion poignante, la douleur de Soline étant un fardeau silencieux. Le temps n'avait pas pansé les plaies, il les avait seulement rendues plus profondes, plus intériorisées. Mais en août 2012, la torpeur estivale et la routine assoupissante de la ville furent brutalement interrompues. Une vague de chaleur accablante s'abattit sur la région, transformant les champs secs en poudrières. À la sortie de la ville, un immense terrain abandonné, envahi par les herbes folles et les broussailles desséchées, s'embrasa soudainement. L'incendie, d'abord modeste, se propagea avec une vitesse effrayante, attisé par le vent et la sécheresse. Des colonnes de fumée noire s'élevèrent dans le ciel azur, visibles à des kilomètres à la ronde, alertant immédiatement les autorités. Les sirènes des pompiers déchirèrent la quiétude de l'après-midi, et plusieurs équipes convergèrent vers le lieu du sinistre. Pendant des heures, les hommes du feu luttèrent avec acharnement contre les flammes voraces qui dévoraient les hectares de végétation, menaçant même les premières habitations. Le crépitement incessant du brasier et l'odeur âcre de la fumée imprégnaient l'air. Enfin, à la tombée de la nuit, épuisés mais victorieux, les pompiers réussirent à maîtriser l'incendie, ne laissant derrière eux qu'un paysage désolé et calciné, une étendue de terre noircie et fumante. C'est au cours de la phase de reconnaissance, alors qu'ils s'assuraient que tous les foyers étaient éteints, que l'un des pompiers, avançant prudemment sur le sol encore chaud, fit une découverte macabre. Au milieu des cendres et des restes de végétation carbonisée, des formes blanches émergeaient de la terre. Le cœur battant, il s'agenouilla et dégagea doucement ce qui apparut clairement comme des ossements humains, dissimulés sous quelques centimètres de terre et de débris. La scène fut immédiatement sécurisée, et la gendarmerie fut alertée. Le commissaire Arnaud Lefebvre, qui avait mené les investigations en 2004, fut rappelé sur les lieux. En voyant les restes, son expérience lui souffla qu'il s'agissait de plus qu'un simple fait divers. Les médecins légistes et les anthropologues judiciaires furent dépêchés. Leur travail fut minutieux et difficile, rendant hommage aux défunts malgré les circonstances.
Quelques jours plus tard, les analyses préliminaires du laboratoire des sciences forensiques tombèrent. Les ossements appartenaient bien à 2 individus. Et très vite, grâce au registre dentaire et au profil génétique comparé à ceux des parents, la confirmation glaçante arriva. Les restes humains découverts étaient ceux de Soline Girard et Anaïs Pelletier. Pour les familles, la nouvelle fut un coup de massue, à la fois dévastateur et étrangement, porteur d'une once de soulagement. 8 ans d'incertitude avaient laissé place à une vérité brutale. Elles savaient désormais. Les corps de leurs filles étaient retrouvés. Elles pouvaient enfin commencer le long chemin du deuil, même si la douleur était indicible, plus vive que jamais. Claire Martin, la mère d'Anaïs, pleura toutes les larmes de son corps, serrant dans ses mains la dernière photo de sa fille. Jean Pelletier, le boulanger, ferma sa boutique pour un temps indéterminé, submergé par une tristesse abyssale. Les Girard, tout aussi anéantis, trouvèrent une maigre consolation dans l'idée de pouvoir offrir une sépulture digne à leur fille. Mais l'enquête n'était pas close. Les experts forensiques continuaient leur exploration minutieuse du site. C'est alors qu'une nouvelle découverte, à la fois infime et capitale, vint bouleverser l'affaire. Niché parmi les ossements calcinés, un petit objet scintilla. Il s'agissait d'un pendentif en or, d'une résistance remarquable, ayant survécu à la chaleur intense de l'incendie. En le nettoyant délicatement, les enquêteurs purent distinguer des initiales gravées avec précision, FL. Ce détail, apparemment anodin, allait devenir la pierre angulaire d'une investigation relancée. Le commissaire Arnaud Lefebvre, l'homme qui n'avait jamais vraiment abandonné l'espoir de résoudre cette affaire, comprit immédiatement le poids de cette preuve. Le pendentif était une clé, une mèche allumée dans l'obscurité. Il ordonna la réouverture complète du dossier de 2004. Les archives furent déterrées, les témoignages de l'époque relus et passés au peigne fin. Le nom de Frédéric Lenoir, 37 ans à l'époque des faits, un technicien de maintenance du collège où étudiaient Soline et Anaïs, revint rapidement à la surface. Il avait été entendu par la police au début de l'enquête, comme de nombreux autres employés de l'établissement. Il avait même présenté un alibi solide. Sa femme avait attesté de sa présence à leur côté ce jour-là. Faute de la moindre preuve le reliant aux disparitions, il avait été rapidement écarté des suspects potentiels. Il avait alors continué sa vie, son existence sans histoire à la Charité, une ombre parmi tant d'autres. Maintenant, 8 ans plus tard, ce petit pendentif en or portant ses initiales gisait aux côtés des restes des 2 adolescentes. L'hypothèse d'une simple coïncidence était inacceptable. Le silence de ces 8 années venait d'être déchiré par le feu et le métal, orientant un projecteur implacable sur Frédéric Lenoir, l'homme oublié que l'on avait jadis jugé hors de tout soupçon. Le commissaire Lefebvre savait qu'il tenait enfin une piste sérieuse, une lueur d'espoir pour la vérité enfouie. Avec la réouverture du dossier et cette preuve matérielle inattendue, le commissaire Arnaud Lefebvre et son équipe se lancèrent dans une enquête d'une intensité renouvelée. Le nom de Frédéric Lenoir, naguère une simple mention dans un dossier d'interrogatoire, devint le point focal de toutes les attentions. L'heure n'était plus à la coïncidence, mais à la convergence des preuves. Les ossements de Soline et Anaïs furent soumis à des analyses forensiques d'une précision inégalée, rendues possibles par les avancées technologiques des 8 dernières années. Les légistes, armés de microscopes puissants et de techniques d'imagerie sophistiquées, scrutèrent chaque fragment, chaque marque. Leurs découvertes furent glaçantes. Les os montraient des marques de coupe nettes, des entailles profondes et des fractures, non pas dues à l'incendie ou à la décomposition naturelle, mais à l'intervention d'outils. Ces marques étaient compatibles avec des outils de type professionnel, souvent trouvés dans des ateliers, scies, burins, objets tranchants et lourds, utilisés pour découper et dissimuler. Ce détail corroborait une hypothèse terrible. Les corps avaient été démembrés ou du moins manipulés de manière violente post-mortem pour faciliter leur enfouissement. Parallèlement, les experts fouillèrent à nouveau le site du champ abandonné avec une méticulosité redoublée. Au milieu des cendres, ils découvrirent des microfragments de tissu carbonisé, à peine perceptibles à l'œil nu. Ces minuscules vestiges furent envoyés à un laboratoire spécialisé. Les analyses révélèrent qu'il s'agissait de fibres synthétiques spécifiques, dont la composition et la couleur correspondaient précisément aux uniformes de travail distribués au personnel de maintenance du collège de la Charité-sur-Loire en 2004. Frédéric Lenoir, en tant que technicien de maintenance, portait un tel uniforme. La coïncidence était devenue une preuve accablante. La piste du pendentif FL fut également explorée avec diligence. Les enquêteurs entreprirent de retrouver tous les bijoutiers de la région qui auraient pu fabriquer une telle pièce. Après plusieurs jours de recherche, un artisan joaillier de Nevers,
situé à quelques kilomètres de la Charité, fut identifié. Interrogé, il confirma avoir fabriqué un pendentif en or avec les initiales FL gravées. Il se souvenait de la commande car il s'agissait d'une pièce unique, réalisée sur mesure. Les registres de son atelier confirmèrent la date d'achat, 2 ans avant la disparition des filles, en 2002. L'acheteur ? Frédéric Lenoir. Le bijoutier décrivit Frédéric avec précision, se rappelant un homme un peu bourru mais précis dans sa demande. Le pendentif n'était pas un héritage familial lointain, ni un objet trouvé. C'était une possession personnelle, conçue et achetée par Frédéric Lenoir lui-même. La toile d'épreuve se resserrait inexorablement autour de lui. Face à cette avalanche de nouvelles informations, le commissaire Lefebvre ordonna l'arrestation de Frédéric Lenoir. L'homme, désormais âgé de 45 ans, fut interpellé à son domicile, où il vivait seul depuis son divorce. L'air hagard, il nia d'abord tout en bloc, s'accrochant à son alibi de 2004. Mais les enquêteurs, forts de leur découverte, ne le laissèrent pas faire. Ils lui présentèrent le pendentif, les rapports d'expertise sur les ossements et les uniformes. La pression monta. L'étape cruciale fut l'interrogatoire de son ex-épouse, qui avait fourni l'alibi initial en 2004. Claire Lenoir, maintenant séparée de Frédéric, fut convoquée. Confrontée aux nouvelles preuves et à l'impossibilité de continuer à dissimuler la vérité, elle craqua. Les larmes aux yeux, elle avoua avoir menti à l'époque pour protéger son mari. Elle avait eu peur du scandale, de la honte qui rejaillirait sur elle et sur la famille dans un si petit village. Frédéric n'était pas avec elle le 7 avril 2004. Il était parti le matin, comme d'habitude, mais il était revenu tard dans la soirée, agité, le comportement étrange. Elle avait eu des soupçons, mais l'absence de preuves et la pression sociale l'avaient poussé à se taire, à s'accrocher à un semblant de normalité. Son témoignage fit voler en éclats le dernier rempart de Frédéric Lenoir. L'étau se resserra. Les interrogatoires se succédèrent, intenses et éprouvants. Frédéric Lenoir, acculé par les faits, sans possibilité de nier l'évidence, finit par passer aux aveux. La narration qui émergea fut d'une froideur terrifiante, reconstruisant le jour tragique du 7 avril 2004. Ce jour-là, après la dernière sonnerie, Frédéric Lenoir avait repéré Soline et Anaïs. Il les avait abordées dans la cour du collège, un prétexte banal à la bouche. Peut-être avait-il besoin d'aide pour déplacer un équipement lourd dans un local technique. Peut-être leur avait-il proposé de les ramener, connaissant la distance qu'elles devaient parcourir pour rentrer chez elles. Confiantes, les 2 adolescentes, qui connaissaient Frédéric de vue, l'avaient suivi. Il les avait conduites non pas à un local technique du collège, mais à un hangar isolé, un peu à l'écart du bâtiment principal, qu'il utilisait régulièrement comme atelier personnel pour des bricolages en dehors de ses heures de travail. Là, les filles avaient été retenues pendant quelques heures. Ce qui avait commencé comme une manipulation avait vite dégénéré. Le motif exact de cette rétention demeurait flou, une pulsion de pouvoir, un accès de colère mal contrôlé. Lorsque Soline et Anaïs avaient compris la gravité de la situation et tenté de s'échapper, le scénario avait basculé dans l'horreur. Frédéric avait réagi avec une violence inouïe. La situation avait échappé à son contrôle, ses frustrations, sa colère refoulée avaient explosé. Il les avait brutalement agressées, les suffoquant, mettant fin à leur jeune vie. Sous le choc de son acte, pris de panique, il avait ensuite utilisé les outils de son propre atelier, ceux-là même dont les marques de coupe se retrouveraient sur les ossements, pour dissimuler les corps. La nature exacte de sa manipulation restait indicible, mais il s'agissait de rendre les corps méconnaissables et plus faciles à transporter. Puis, dans la précipitation et l'obscurité, il les avait transportés jusqu'à ce champ abandonné en bordure du village. Il avait creusé une fosse sommaire et y avait enterré les corps, pensant les faire disparaître à jamais. Le pendentif Eiffel, qu'il portait sans doute sur lui ou qui avait glissé de ses affaires, était tombé ou avait été arraché durant l'acte ou l'enfouissement, devenant le témoin silencieux, patiemment enfoui, de son crime atroce. L'arrestation de Frédéric Lenoir et ses aveux partiels mirent fin à 8 ans d'attente insoutenable. La vérité, aussi sombre soit-elle, commençait enfin à émerger des ténèbres. La Charité-sur-Loire, sous le choc, s'apprêtait à affronter les détails horribles de ce qui s'était passé, mais aussi, et surtout, à rendre justice à Soline et Anaïs. Les aveux de Frédéric Lenoir avaient levé une partie du voile sur l'horreur, mais la vérité complète, brutale, devait encore être exposée publiquement. 1 an après la découverte des corps, en 2013, le procès s'ouvrit, transformant le tribunal en une tribune où chaque détail sordide allait être révélé. La Charité-sur-Loire,
déjà meurtrie par 8 années de silence, se tenait en suspens, l'attention rivée sur la salle d'audience. Ce n'était plus seulement l'histoire de 2 adolescentes disparues, mais celle de la confiance trahie et de l'innocence brisée. Le procès de Frédéric Lenoir, âgé de 46 ans, s'étala sur 2 semaines intenses, durant lesquelles chaque journée fut une épreuve pour les familles et la communauté. Le petit tribunal de la région, habituellement le théâtre d'affaires mineures, était bondé. Journalistes, curieux et habitants de la Charité-sur-Loire s'y pressaient, cherchant des réponses, un sens à l'indicible. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, imprégnée du silence respectueux qu'impose la douleur collective. Le procureur, soutenu par l'équipe du commissaire Arnaud Lefebvre, 57 ans, présenta un dossier d'accusation d'une solidité irréfutable. Les preuves s'empilaient, convergentes, inexorables. Le pendentif en or aux initiales FL, retrouvé aux côtés des ossements calcinés, fut la première pièce maîtresse, une preuve matérielle qui avait résisté au temps et au feu. Vint ensuite le témoignage de l'artisan joaillier, confirmant la fabrication exclusive de la pièce pour Frédéric Lenoir en 2002. Puis, les rapports des experts légistes furent détaillés, des mots froids décrivant des faits glaçants. Les marques de coupe sur les ossements, correspondant à des outils d'atelier, peignaient le tableau d'une tentative macabre de dissimulation. Les microfragments de tissu carbonisé, identifiés comme provenant des uniformes de maintenance du collège en 2004, liaient irréfutablement l'accusé au lieu du crime et aux victimes. Le témoignage de l'ex-épouse de Frédéric, Claire Lenoir, fut un moment crucial. Les larmes aux yeux, elle avoua avoir menti pour lui fournir un alibi, craignant la vérité et le scandale. Son aveu fit voler en éclats la dernière tentative de dénégation de l'accusé. Face à ces évidences accablantes, Frédéric Lenoir, l'air impassible ou parfois agité, ne put offrir aucune défense crédible. La thèse du procureur sur le mobile du crime fut alors présentée. Il ne s'agissait ni d'argent, ni d'une vengeance préméditée, mais d'une pulsion sombre et brutalement humaine. Frédéric Lenoir était dépeint comme un homme rongé par la frustration, peut-être le sentiment d'être invisible ou sous-estimé dans sa vie quotidienne. Un homme dont la colère avait trouvé un exutoire dans un désir primitif d'exercer un pouvoir absolu, une domination impitoyable sur des êtres jeunes et vulnérables. Les adolescentes, Soline et Anaïs, n'étaient que des victimes fortuites de cette soif de contrôle qui avait dégénéré en une violence inouïe lorsqu'elle avait tenté de s'échapper. L'agression, la suffocation, puis la tentative désespérée d'effacer toute trace de son acte dans l'obscurité de son atelier et de ce champ abandonné. Les parents des victimes assistèrent à chaque audience, le visage marqué par 8 années de deuil et d'attente. Hélène Pelletier, 51 ans, mère d'Anaïs, ne cessait de fixer l'accusé, cherchant dans ses yeux une étincelle de remords qui ne vint jamais. Jean Pelletier, 54 ans, son époux et le boulanger du village, avaient les traits tirés, le visage pâle. Pour les Girard, Claire, 50 ans, mère de Soline, et Étienne, 53 ans, le facteur, le fardeau était tout aussi lourd, leur douleur silencieuse mais palpable. La directrice du collège de la Charité-sur-Loire, Madeleine Roche, 60 ans, fut également appelée à témoigner. Elle rappela la stupeur et le chaos du 7 avril 2004, le souvenir des filles, et l'impact dévastateur de leur disparition sur l'établissement et toute la communauté, regrettant les failles de sécurité qu'ils n'avaient pu maîtriser à l'époque. Son témoignage, empreint d'une dignité sobre, souligna la vulnérabilité des victimes et la confiance brisée. Le dernier jour du procès, l'attente fut insoutenable. Un silence oppressant régnait dans la salle d'audience au moment où le président de la cour s'apprêtait à lire le verdict. Chaque souffle semblait retenir une année de suspense, de questionnement, de larmes contenues. La tension était palpable, la ville entière semblait suspendue à ce moment. La voix du président résonna, claire et implacable. Frédéric Lenoir fut déclaré coupable. Coupable de l'enlèvement de Soline Girard et Anaïs Pelletier. Coupable de leur double homicide. Coupable de la dissimulation de leurs cadavres. La sentence tomba, lourde de justice mais légère d'apaisement. Prison perpétuelle, sans possibilité de liberté conditionnelle avant 30 ans. Pour les parents, l'annonce fut à la fois un soulagement cruel et une confirmation déchirante. Il n'y eut pas de victoire, pas de joie. Seulement la fin d'une incertitude intenable, la connaissance enfin acquise de ce qui était arrivé à leur fille. Ils pouvaient désormais commencer leur deuil, non plus dans le vide de l'absence, mais dans la douleur de la vérité. Leur fille avait une histoire, une fin, même si celle-ci était tragique. Jean Pelletier et Hélène Pelletier se serrèrent la main, les larmes coulant librement, une expression de soulagement mêlée à une douleur abyssale sur leur visage. La Charité-sur-Loire, après le verdict,
demeura marqué par une cicatrice indélébile. Le cas Soline et Anaïs resterait à jamais une tragédie dans son histoire, un rappel sombre que même dans les recoins les plus paisibles, le mal peut se cacher dans le quotidien. La confiance, ce ciment des petites communautés, avait été brisée. La confiance placée en un homme ordinaire, un employé du collège que tous connaissaient de vue, avait coûté la vie à Soline Girard et Anaïs Pelletier. L'incendie qui avait dévasté les champs en 2012 avait aussi été le feu qui avait illuminé la vérité enfouie, révélant qu'il n'y avait pas de lieu assez sûr, ni de temps assez long, pour éteindre la preuve d'un crime si odieux. Leurs souvenirs, eux, resteraient gravés, le village se souviendrait, pour toujours. Le feu, qui avait ravagé le champ assoupi sous le soleil doux, fut aussi celui qui éclaira les ténèbres, révélant les restes de Soline et Anaïs. Ce petit pendentif, jadis un simple bijou, devint le fil d'Ariane, tissant un lien inattendu entre le présent et une horreur passée. Il brisa le silence de 8 longues années et désigna Frédéric Lenoir, l'homme ordinaire qui cachait un abîme. Le verdict de culpabilité, enfin rendu, ne ramena pas les jeunes filles à leur famille, mais leur offrit le cruel réconfort de savoir, de pouvoir, enfin, commencer un chemin de deuil jadis impossible. L'histoire de la Charité-sur-Loire est un rappel poignant que même dans la plus douce des routines, l'ombre du mal peut s'insinuer. Elle nous enseigne la fragilité de la confiance et la persévérance implacable de la vérité, capable de déterrer les secrets les plus profondément enfouis, même après des années d'oubli et de résignation. La cicatrice demeure, un témoignage silencieux du fait que certaines blessures ne se referment jamais entièrement. Que retenez-vous de cette histoire poignante? La Charité-sur-Loire a appris à vivre avec ses cicatrices. Mais quelles leçons, selon vous, tire-t-on de la résurgence de la vérité après tant d'années? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si ce voyage au cœur des mystères dévoilés résonne en vous, une autre énigme attend votre regard curieux. Découvrez-la en cliquant sur la vignette qui apparaît à l'écran. Pour ne manquer aucune de nos explorations des ombres du passé et des vérités révélées, abonnez-vous à Vestiges d'un mystère et laissez un pouce bleu si cette histoire vous a marqué.